la bienvenue sur ce panel sur femmes, paix et sécurité, conflits armés. Un sujet d'une importance capitale où nous explorons le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la constitution post-conflit. Pour enrichir notre réflexion, nous avons le privilège d'accueillir des experts et acteurs engagés sur la question. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème 1 sur le rôle des femmes et l'impact des conflits. Alors, Monsieur Michel Bongo, vous avez une expertise précieuse des conflits armés et la promotion de la paix. Nous sommes impatients de vous entendre sur le rôle des femmes. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je remercie également la présidente du RFLD et tout son staff. Je remercie les participantes. Et je reviens sur RFLD qui a décidé de remettre les femmes africaines à leur vraie place. RFLD a décidé de changer les femmes. Pour RFLD, en Afrique et en particulier au Bénin, on n'aura plus de femmes crimadores. Critiquer, manger, dormir, c'est fini avec RFLD. L'autre chose, le premier panel a parlé de tout ce qui est bon pour les femmes. Le pouvoir, être député, maire, élu, être nommé dans les institutions, ministres et autres. Mais tout ça, ce n'est pas ça qu'on va. Les femmes doivent combattre aux côtés des hommes. Alors, ce combat dont on parle ici, c'est conflit armé, en termes de gérer la guerre, les insurrections, comme ce qui se passe par exemple au nord aujourd'hui, au Bénin ici. On doit voir les femmes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Comme nous le savons, les femmes sont nos mamans. Que nous soyons femmes, que nous soyons hommes, les femmes sont nos mamans. Et nous savons comment les femmes entretiennent leurs enfants, leurs bébés. Une femme, avec son bébé, fait l'effort pour que le bébé ne souffre de rien. Vrai ou vrai? Les femmes font l'effort pour que le bébé n'ait pas de problème. Nous, les enfants de vous, les femmes, qu'il n'y ait pas de soucis. C'est ça le premier rôle des femmes en matière de la gestion des conflits armés. La sensibilisation et la prévention. Nous connaissons bien les femmes. La femme, c'est la paix. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la tolérance. Donc les femmes doivent faire l'effort pour éviter les conflits armés. Vous avez la capacité de le faire. Comme le dit chaque fois un prêtre, la Vierge Marie en est capable. Vous les femmes, vous avez cette capacité de semer la paix, de prévenir les conflits pour qu'il y ait la paix. Je reviens encore sur vous les mamans. Si entre-temps vous êtes occupés par le foyer, toujours de la paix dans le foyer, et que le bébé n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut attendre, il se met en colère. Naturellement, il pleure. À ce niveau, quand la maman revient, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle prend soin de l'enfant. Elle doit faire quelque chose pour que l'enfant là ne pleure plus. L'enfant doit recevoir de quoi il a besoin. C'est ça. Le deuxième rôle de la femme dans le conflit, le règlement des conflits armés. Quand il y a conflit, la femme doit jouer à la médiation et à la négociation. Troisième rôle, l'enfant qui roulait déjà par terre, les morts sont déjà là, les larmes sont là, l'enfant est déjà venu ça parce qu'elle pleurait. Quand on finit de satisfaire l'enfant, qu'est-ce qu'on fait à l'enfant? On le touche, on lui passe même de pommes les communs, et on met l'enfant là au dos, et puis la bonne ambiance revient. C'est ça le troisième rôle de la femme dans la gestion des conflits armés. La stabilisation et la reconstruction, c'est la femme. Merci beaucoup, monsieur. Madame la... Je suis souvent ravie quand on dit monsieur parce que ça fait un peu de baume. Ça veut dire que j'ai la même carrure que les autres. Merci monsieur Bongo pour cet éclairage à propos du rôle de la femme dans la résolution des conflits. Alors, je vais passer la parole à Madame Arissou, pour qu'elle nous dise comment les violences basées sur le genre se manifestent-elles pendant les conflits armés et quelles sont leurs conséquences sur les femmes. Madame Arissou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, je dirais d'abord que lorsqu'il y a conflit armé, il faut comprendre déjà par là que les femmes sont doublement touchées. Doublement touchées en ce sens que déjà, quand il n'y a même pas conflit armé, les femmes sont exposées et subissent un certain nombre de violences. Vous allez vous convenir avec moi que dans nos sociétés, des femmes peuvent subir une violence physique, économique ou autre. Nous avons par exemple les différentes formes de violence. Et il faut dire qu'une femme, lorsqu'elle subit par exemple une violence sexuelle, c'est qu'elle subit, en plus de cette violence sexuelle-là, une violence physique et en même temps psychologique. Donc une femme en période de conflit armé peut à elle seule subir plusieurs types de violences. Avant que son agresseur n'arrive vers elle pour commettre ce que l'on appelle le viol individuel, c'est qu'il y a certainement eu un effray à son niveau. Elle a été effrayée, elle a peut-être été agressée déjà moralement, psychologiquement, avant que son agresseur ne passe à l'acte. Donc il convient de le mentionner ici concernant les manifestations. Parlons toujours des manifestations, il y a les violences économiques. Quand il y a conflit armé, les femmes se déplacent. Elles vont à la recherche de l'abri, aller dans un endroit, dans un environnement où il y a la paix. Et quand elles quittent leur environnement de confort, elles laissent tout leur bien là. Elles laissent toutes leurs ressources, elles laissent leur entreprise, elles laissent, je dirais, tout leur acquis, tout ce qu'elles ont déjà pu avoir elles-mêmes dans leur vie. Elles laissent tout ça et elles s'en vont vers d'autres horizons à la recherche de la paix. Et quand elles le font, elles sont exposées aux violences économiques en ce sens qu'elles perdent leur emploi et elles ont des difficultés maintenant pour subvenir à leurs besoins, pour subvenir aux besoins vitaux. Et dans ce sens-là, elles perdent leur statut social. C'est-à-dire si entre-temps, avant les conflits armés, elle était une femme entrepreneur déjà réalisée, elle était enseignante ou une femme qui vend, qui fait son petit commerce. Elle perd ce statut social-là. Elle devient maintenant, elle vient maintenant à l'étape neutre. Je vais même dire à l'étape 0. Elle perd tout ça. Et la conséquence, c'est que il y a ce que l'on appelle les conséquences transgénérationnelles. Souvent, on n'en parle pas, mais il y a les conséquences transgénérationnelles. Je reviens sur l'exemple du viol individuel ou collectif. Quand on prend le cas d'une femme qui a subi un viol pendant un conflit armé, déjà, elle peut ne pas vouloir ou aimer convenablement cet enfant-là qui est issu d'un viol dans ces conditions-là. Il y a les traumatismes sur sa propre personne.
Et elle a maintenant de difficultés à élever correctement cet enfant-là. Et à tout cela s'ajoute le rejet social. Entre-temps, quand il y avait conflit, il y avait déjà eu des déplacements et il y avait déjà eu une rupture avec le lien familial et le lien social. Donc, les conséquences transgénérationnelles agissent sur même les enfants. Et là, on va dire que le cycle de la violence reprend et le cycle des traumatismes reprend. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'espère que je serai dans le temps. Merci Madame Arissou. Lorsqu'il y a conflit, les femmes sont doublement touchées. Et vous mettez en lumière une réalité préoccupante qui doit être adressée avec urgence. Je vais passer actuellement la parole à Madame Falola pour qu'elle nous entretienne sur l'impact des conflits armés sur les droits des femmes dans le contexte béninois et plus largement en Afrique de l'Ouest. Merci. Merci, Dr. Sandrine. Merci à RFFD. Je vais, avant de commencer, dire mes sentiments et dire à la présidente que ce que j'ai entendu de sa propre bouche, qu'elle a mentionné tout à l'heure, m'a vraiment touchée. Et je suis contente pour une chose, le fait que j'ai vu quelques visages ici qui représentent vraiment la base et que je suis sûre qu'il y a parmi elles qui ne connaissent même pas ce que c'est que le protocole de Maputo. Nous nous engageons ici aujourd'hui qu'à la base, parce que nous sommes politiques et quand nous voyons des choses qui peuvent impacter notre population, nous prendrons le relais. Nous allons divulguer ça. Nous allons divulguer ça. Moi, je ne savais même pas que c'était traduit en langue. Je vais faire aussi des recherches, maîtriser ça de ma langue pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Merci, Madame la Présidente. Donc, l'impact des conflits armés sur les droits des femmes. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Nous savons que les conflits, en général, ça cause beaucoup de dégâts. Donc, à cause des armes, puisque quand il y a conflit, il y a bagarre. Et surtout quand l'État se mêle, il y a les armes. Donc, à cause des armes, les femmes et les filles courent de plus en plus le risque d'être tuées ou gravement blessées. Les femmes et les enfants, souvent, sont les victimes des conflits ou instabilité dans le pays. Parfois, elles sont violées par les hommes armés. Elles ne peuvent plus vaquer à leurs occupations en ce moment. Ainsi, les activités économiques de ces femmes sont déstabilisées en cette période de conflit. Leur état de santé se dégrade de plus en plus parce qu'elles ont peur d'aller se faire soigner au risque encore de se faire violer dans les centres de santé ou hôpitaux, même si elles tombent malades. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, en 2019, le cas du Bénin, lors des élections législatives de 2019, ce qui s'est passé, c'était triste et déplorable. Une femme qui mourait, l'opposition, la mouvance qui s'affrontait, tout ça, ça a impacté toute la nation. C'était triste. Donc, il y a urgence à ce que nous fassions tout pour maintenir la paix dans notre pays. Je n'en dirai pas plus. Merci, Madame. Merci, Madame Falola. Et sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur Da Silveira pour qu'il nous entretienne sur les leçons à tirer des expériences passées en matière de paix et de sécurité au Bénin concernant l'engagement des femmes. Merci beaucoup. Merci. Je ne peux pas aborder cette question sans faire un petit retour dans le passé. Et lorsque je pense à ces femmes-là qui, dans le temps, avaient joué un rôle très important dans la défense du territoire de Dahomey. Je veux parler des femmes à Gaudier qui ont joué un rôle extrêmement important.
vous imaginez des femmes qu'on positionnait en avant-garde dans des combats contre les envahisseurs français. Et ces femmes étaient des femmes vraiment redoutables. Et l'objectif, c'est vrai, c'est de combattre. Mais on dit souvent que celui qui veut la paix prépare la guerre. Et ces femmes étaient de redoutables femmes de guerre qui ont remporté plusieurs victoires aujourd'hui qui ont permis également au royaume de Dahomey d'alors de pouvoir faire régner la paix sur un certain nombre de plans. Ce qui fait que lorsque nous parlons vraiment de leçons tirées des expériences passées en matière de paix et de sécurité au Bénin, nous ne pouvons pas en parler sans attirer l'attention sur le rôle qu'avaient joué ces femmes-là. Et aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'autres rôles qui sont joués et sur lesquels il faut également attirer l'attention en dehors de ces femmes à Gautier là. Il y a par exemple sur le plan de la participation active, nous voyons les femmes jouer de très importants rôles dans la résolution des conflits, dans la médiation et puis en ce qui concerne la promotion de la réconciliation. L'autre chose, c'est que la participation des femmes dans les processus de prise de décision conduit généralement à des accords de paix beaucoup plus durables. L'autre chose également qu'il faut retenir, c'est que les femmes apportent une perspective vraiment différente de ce qui aurait pu être le cas si ce n'était pas les femmes. Et en tenant compte surtout des besoins des populations vulnérables lorsque les femmes sont en action. Elles tiennent souvent compte des besoins des populations vulnérables en prenant en compte leur propre droit et celui des enfants et des filles. Il faut également souligner que leur approche, qui est souvent inclusive, favorise le dialogue et la prévention des tensions dans notre pays. Bon, pour me résumer très rapidement, je vais dire simplement que l'expérience au Bénin montre que l'inclusion et l'autonomisation des femmes sont très indispensables pour construire une paix véritablement durable et une sécurité effective et efficace. Merci. Merci M. Da Silveira pour ce retour instructif sur le projet, sur le sujet, pardon. L'histoire nous montre que l'engagement des femmes est puissant pour une paix durable. Nous venons de finaliser le premier thème sur le rôle des femmes et nous abordons actuellement le deuxième thème sur les défis et barrières. Je m'adresserai premièrement à M. Bombo pour qu'il nous parle des principales barrières qui empêchent les femmes de s'engager activement dans le processus de paix et de sécurité. Merci Madame la modératrice. Le premier panel en a déjà parlé longuement. Il y a plusieurs barrières qui influencent négativement la participation des femmes à la résolution des crises. La première barrière, c'est la barrière socio-culturelle. La femme ne doit pas faire ceci. La femme reste à la maison. C'est les hommes qui sont des grégoires. Et c'est déjà inculqué dans le mental des femmes depuis des générations. Et pour les femmes sont à la maison. Là où il y a de bruit, là où il faut défendre, on ne voit pas les femmes. Ça, c'est la première barrière. L'autre barrière, c'est
le peur, le manque, même si possible, de représentation des femmes dans les institutions de décision. C'était souligné tout à l'heure. L'Assemblée nationale, là, il faut voter les lois. Les femmes sont minoritaires. Au niveau des mairies, là, il faut prendre des décisions. Les femmes ne sont pas là. Même complètement à la base, combien de chefs, villages, femmes nous avons au Bénin? Tout ça, ça influence négativement la participation des femmes à la gestion des crises. Il y a aussi le facteur économique. Les femmes ne sont pas suffisamment autonomes financièrement. Comme le disent les autres, l'argent est le nerf de la guerre. Il faut chercher l'argent. Quand tu te combats, tu cherches l'argent, tu as l'argent, tu peux affronter, tu peux t'affirmer. Voilà que les femmes, majoritairement, n'ont pas l'argent. Financièrement, sont pauvres. Bon, c'est ce que les hommes riches disent. Les influents là, c'est ce qu'ils disent, c'est ça que les femmes subissent. L'autre chose, c'est l'insécurité. Parce que nous parlons de conflits armés. L'insécurité et la violence basée sur le genre. Une femme qui sort pour aller affronter, pour aller échanger, pour aller négocier parmi les hommes. Même nous-mêmes, les hommes, qui sont les hommes de ces femmes-là, on n'est pas souvent confiants. Et puis on se dit, si ma femme va là-bas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout ça. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur Bongo, pour cette analyse. Il est fondamental de lever ces barrières pour une participation effective des femmes. Je vais passer la parole à madame Ahissou pour nous parler des stratégies qui peuvent être mises en place pour renforcer la promotion des femmes pendant et après les conflits. Merci beaucoup. Alors, en termes de stratégies qui peuvent être mises en place pendant les périodes de conflits armés, je dirais d'abord qu'il y a des stratégies pendant les périodes de conflits armés. Et en termes de stratégie pendant cette période, il y a la prévention des différentes formes de violence. Il y a le fait qu'il faut déjà sensibiliser les agents de maintien de paix au profit de la femme en période de conflit. Sensibiliser également les hommes armés, mais également mettre en place des mécanismes de signalement urgent, efficace et rapide pour assurer la protection des femmes pendant les conflits. Il y a également le fait qu'il faut garantir en période de conflit l'accès aux services essentiels aux femmes. Quand on parle de services essentiels, il y a forcément et en premier le service de santé. Et pendant les périodes de conflit, on constate souvent que la femme ou les femmes victimes n'ont pas accès à ces genres de services. Donc déjà, elles sont troublées mentalement, elles sont violentées physiquement du fait qu'il y a conflit, elles sont malades et traînent ces maladies-là pendant cette période de conflit-là. Et donc, le service de santé, c'est le tout premier à assurer et garantir à ces femmes-là. En dehors de ce type de service, je dirais qu'il faut créer des espaces sûrs où les femmes peuvent se réfugier et recevoir un soutien psychosocial. C'est important en ce sens qu'au terme des conflits, il ne faudrait pas que les femmes aient des troubles post-traumatiques. Il y a également la participation des femmes au processus de décision. On parle de conflit armé, on parle de protection de femmes, et puisque ce sont des questions qui concernent les femmes, elles doivent inévitablement être mises au milieu et être impliquées dans le processus qui contribue à la paix. Donc l'inclusion et la participation des femmes au processus qui vont conduire à la paix. Alors, après les conflits, vous convenez avec moi que les conflits ont déjà causé beaucoup de dégâts et de désagréments au niveau des femmes. Et après les conflits maintenant, il faudrait qu'il y ait maintenant justice et réparation. Alors, si entre-temps, les femmes avaient été victimes de violences sexuelles, physiques et j'en passe, après les conflits,
où on s'assure maintenant qu'il y a les différents services qui sont disponibles. Il faudrait qu'il y ait justice et réparation, et il faudrait que les crimes qui avaient été commis ne soient pas impunis. Il faudrait aussi travailler à la réintégration de ces femmes-là et à l'autonomisation, parce que tout à l'heure, je l'ai souligné à l'entame quand je prenais la parole, je rappelle que quand il y a conflit, il y a déplacement des femmes. Et lorsque les femmes se déplacent, si entre-temps elle était propriétaire de terre, elle était propriétaire d'entreprise, elle perd tout ça. Et donc c'est normal qu'au terme des conflits armés, il y ait justice, réparation, mais également autonomisation, parce qu'il faudra maintenant travailler à ce que cette femme-là soit réinsérée dans la sphère sociale où entre-temps elle avait perdu, je dirais, sa boussole. Merci. Merci Madame Arissou pour cette piste pour garantir la sécurité des femmes et leur permettre de se reconstruire après les conflits. Je passe la parole à Madame Falola pour nous parler de la participation des femmes. Vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice, Dr Sandrine. La participation des femmes dans le processus d'une paix durable. Nous savons tous et toutes ici que la femme est le socle de tout acte humanitaire. Tant qu'il y a une femme quelque part dans un milieu, il y a toujours une souplesse. À ce moment, je pense que la participation des femmes dans les processus de paix est non seulement un droit, mais aussi la voie vers une paix durable. Quand la paix dure, je pense que tout va bien. Les femmes ont le droit fondamental de participer aux négociations de paix et au processus de prise de décision qui les concerne directement, ainsi que leur famille et l'avenir de leur pays. Leur engagement dans le processus de la paix peut véritablement contribuer à une paix durable. L'implication des femmes dans les organisations œuvrant pour la sécurité et la paix dans notre pays est une stratégie clé de lutte contre l'insécurité à la mise en place d'un cadre formel de production de la sécurité. Donc, femmes, engagez-vous, prenez-vous au sérieux, travaillez, faites ce que vous pouvez faire. S'il y a des femmes qui aspirent à la politique, il faut travailler, il faut vendre quelque chose aux politiciens. Quand je prends mon cas dans ma commune, je vois que j'ai vendu ma compétence à mon actuel mentor, puisque pendant des années, je suis arrivée à la politique en 2008, ça fait un moment, mais je n'avais jamais travaillé avec ce mentor, ce grand leader, un grand monsieur qui évolue dans la commune des Fagny et qui est le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et que depuis que je suis arrivée en 2008, dans la politique au poste électif, il n'a plus jamais réussi à prendre un conseiller dans mon arrondissement. Ça veut dire que j'ai travaillé et que j'ai fait asseoir une bonne base. Et chemin faisant, il m'a supplié, il m'a demandé, aide-moi, travaille avec moi. Donc ça veut dire que j'ai vendu quelque chose à ce monsieur et aujourd'hui, il est content, moi-même je suis content. Femmes, prenez-vous en charge. Femmes, il faut travailler, il faut s'engager. Actuellement, nous allons aborder le thème sur les bonnes pratiques et recommandations. Alors, Monsieur Sewa Kojo da Silveira. Sewa Kojo da Silveira. Comment évaluez-vous l'impact des politiques gouvernementales actuelles sur l'engagement des femmes et des initiatives de paix et de sécurité? Pour véritablement évaluer l'impact des politiques gouvernementales sur l'engagement des femmes dans les initiatives de paix et de sécurité,
il est vraiment essentiel de pouvoir mettre en place un cadre d'évaluation qui sera véritablement rigoureux et multidimensionnel. Et lorsque nous parlons de cadre d'évaluation rigoureux et multidimensionnel, c'est que ici, moi, je vais juste aborder quelques exemples de cadres que nous pourrons mettre en place, comme par exemple des cadres qui peuvent favoriser et qui peuvent nous permettre d'avoir des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Travailler à mesurer le nombre de femmes participant au processus de paix, aux institutions de sécurité et aux initiatives de consolidation de la paix. Évaluer par exemple la qualité de leur participation, leur influence sur les décisions qui sont prises et la prise en compte de leurs perspectives. L'autre chose, c'est aussi de pouvoir recueillir des données sur les changements dans l'atteinte et les changements dans les attitudes et dans les comportements qui sont liés à l'égalité des sexes et à la promotion de la paix. L'autre chose que nous pouvons faire également, c'est de pouvoir travailler à analyser les politiques et à travailler à l'analyse des politiques et des cadres juridiques qui existent. Travailler à identifier les obstacles réels ou les lacunes qui entravent la participation des femmes. On peut même aller plus loin en cherchant à évaluer même l'efficacité du mécanisme qui est mis en place et mis en œuvre, le suivre et pourquoi pas travailler à la redevabilité dans ce sens-là. L'autre chose également que nous pouvons faire, c'est peut-être travailler à des consultations des parties prenantes lorsque nous nous engageons dans les processus de paix et sécurité. Et travailler également au suivi des résultats et des impacts que nous avons et avoir travaillé et encourager la redevabilité et la transparence. Pour me résumer, en fait, nous devons, en combinant un certain nombre de dispositions que nous devons travailler à mettre en place. J'en ai cité il y a quelques-unes de ces dispositions-là. C'est que nous devons, en les combinant, réussir à obtenir des données à la fois quantitatives et qualitatives que nous pouvons utiliser pour apprécier véritablement l'impact l'impact de l'inclusion des femmes et dans les processus de résolution de la paix et surtout voir dans quelle mesure ces différentes approches peuvent nous permettre d'obtenir une évaluation complète et nuancée de l'impact des politiques gouvernementales sur l'engagement des femmes dans les initiatives de paix et sécurité. Voilà un peu ce que je peux partager. Merci, Monsieur Kodjo. Une analyse critique de ces politiques est nécessaire pour avancer vers plus d'égalité et d'inclusion. Je vais me tourner vers Monsieur Bongo pour lui demander de partager avec nous des exemples où l'implication des femmes a conduit à des résultats positifs dans les contextes de conflit. Merci, Dr. Sandrine. La contrainte du temps oblige, je serai obligé d'être bref. Mais n'empêche, je vais donner l'exemple sur le plan régional et pour le Bénin. L'exemple sur le plan régional, le Libéria, en 2003, pour mettre fin à la guerre et instaurer un climat de paix, les femmes se sont regroupées
dans un mouvement dénommé Women of Liberia Mass Action of Peace. En quelque sorte, le regroupement des femmes libériennes pour la paix. Et avec une pression terrible, une pression politique et des protestations, elles ont instauré à stopper la guerre et à instaurer la paix au Libéria. On revient au Bénin. Dans les années 1800, et précisément dans le royaume d'Afromé, nous avons assisté à l'implication des femmes dans la guerre pour pouvoir libérer ce royaume. Il s'agissait des femmes guerrières qui non seulement servaient les rois, mais combattaient aux côtés des hommes contre les pays voisins ou bien les royaumes voisins et les envahisseurs. Si vous écoutez bien l'histoire, ces femmes-là décapitaient même les nouveaux avec les armes. Les femmes, des machettes seulement décapitaient. Elles étaient tellement féroces qu'elles faisaient de boucan. C'est ça qui a vraiment entraîné le fait qu'aujourd'hui au Bénin, nous avons des femmes militaires. Et ça a impacté toute l'Afrique, pourquoi pas le monde entier. Et aujourd'hui, nous avons des femmes militaires dans tout le monde entier. Ça a commencé par le Dahomey. Parce que on peut parler du matin au soir, si on ne vous donne pas des exemples, vous allez vous demander, est-ce que ce n'est pas la Bible qu'ils sont en train de faire? Voilà, je n'ai pas de l'Afrique, on est revenu au Bénin, ou bien on est revenu au Dahomey. Revenons au Bénin. C'est vrai que majoritairement les femmes participantes sont des jeunes, mais juste après la révolution, les premières élections, ça a été des élections passionnantes, où il y avait des roquettes qui tombaient. Pour ceux qui connaissaient cette histoire, ceux qui vivaient, ceux qui ont vécu cette histoire, il y avait les Français, je vais parler de Français de mascarade, fraude. Et puis les hommes, à travers un artiste que je ne vais pas nommer ici, avaient une chanson. Et Lisso, Zéro, Jacqueline, Violetta, 1, au Takatoku, au Katakata, 3985. Nous devons apprendre cette chanson. Où se trouve la paix dans ça, la paix? Ça incite à la révolte. C'est ainsi que les femmes béninoises, à travers une brave femme, paix à son âme, Vivi l'International, a chanté pour instaurer la paix au Bénin. Et tous ceux qui écoutaient cette chanson en ce moment-là avaient la chair de poule et ils laissaient tomber tout ce qu'ils avaient comme violence. Elle disait, pêle-mêle, je vais vous donner quelques passages de sa chanson. Tchakoko ye, Bénin toche. Tchakoko ye. Quand elle a dit ça, elle a imploré d'abord le Tout-Puissant. C'est pour souhaiter, c'est pour souhaiter. Maintenant, nous payons quelque chose comme ça. Après ça, elle est revenue sur nous les humains. Mimbe, régionalisme, mimbe, nous n'aimons pas les filles. Et Benito, vitamina en bon. Niger, Burkina, tout le là. Vitamina en bon. Togo, Ghana, tout le là. Et non, merci. Merci, Monsieur Bombo.
Je ne savais vraiment pas qu'il avait un talent, une très belle voix. Merci pour nous avoir émus avec cette belle chanson. Et nous voilà au terme de nos analyses en tant que panélistes et nous allons prendre 3 questions par rapport au sujet. Il y a des questions, des recommandations, des apports, s'il vous plaît. Je comprends que tout est parfait. Et comme l'on dit souvent, tout est bien qui finit bien, nous avons exploré le rôle des femmes dans la résolution des conflits, les défis qu'elles rencontrent et les solutions pour renforcer leur participation. Les échanges montrent qu'une paix durable ne peut être atteinte sans une réelle inclusion des femmes. Merci à nos panélistes pour leur analyse riche et inspirante. Monsieur Hélène, je vous passe la parole. C'est bon. Merci de participer à notre panel. Merci infiniment de vous avoir rappelé l'histoire de Paris du Bénin et qui, si ce temps n'avait pas été apaisé par une femme, la culture internationale secteur. Donc, à nous, les femmes reconnaissent qu'elles ont un rôle à jouer, ce rôle de sauver. Nous avons un rôle à dire. La femme apporte la paix et le ciel encore. Pendant que la musique passe en fond sonore, je voudrais vous annoncer que c'est le moment de la pause.